Bien, eh bien, écoutez, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, ok. Je vais vous parler du grand clocher de l'église abbatiale de Beaulieu-les-Loches. Je crois qu'il faut que je pose ça pour éviter d'avoir des interférences. Alors, nous, on parle toujours du grand clocher. Et là, on voit très bien pourquoi. Vous avez l'église abbatiale qui a son petit clocher, son grand clocher, et à côté, vous avez l'église Saint-Laurent, l'ancienne église Saint-Laurent. Donc, en fait, on a trois clochers derrière, on oublie ça. Euh, Et donc, ça c'est vraiment, à partir d'ici jusque-là, c'est l'ensemble abbatial, mais on va en parler un petit peu plus après. Alors, juste quelques petits rappels. Beaulieu, c'est une commune de 1750 habitants à peu près. On a mis en place un document d'urbanisme très protecteur qui s'appelle un secteur patrimonial remarquable, qui nous permet de protéger extrêmement la commune. Alors les habitants de Beaulieu savent que du coup ils sont un peu contraints quand ils font des travaux. Il y en a certains au fond, juste toi qui le sais bien. On est séparé de Loches par les Prairies du Roi, donc cet espace naturel sensible qui est absolument extraordinaire. Et la ville a plusieurs labels, ville et métiers d'art, petite cité de caractère, et nous faisons partie de l'association des cités remarquables de France. La position de Beaulieu, je ne vous l'indique pas parce que vous la connaissez bien. On est donc dans la région centre, en Touraine, et on fait partie de la communauté de communes Loches Sud Touraine. La reconstruction et la restauration, parce qu'il y a vraiment les deux, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on parle toujours de reconstruction et restauration du Grand Clocher. Ça a été d'abord une manière de mettre en valeur les savoir-faire et de permettre aux savoir-faire des entreprises de perdurer. C'était un chantier sur lequel on a travaillé avec les mêmes techniques que celles qui ont pu être utilisées au moment de la construction. La grande différence, c'était quand même le confort de travail, puisque nous avions un échafaudage qui permettait d'aller jusqu'au-dessus du Grand Clocher. C'est la photo que vous voyez à gauche. C'est également l'occasion pour les habitants d'avoir une grande fierté, parce qu'ils étaient quand même très heureux de voir ce clocher se démolir et se reconstruire. Alors on n'a pas tout démoli, mais quand même. C'est également quelque chose qui est très important en termes d'économie locale, puisque c'est quand même 2,5 millions de travaux qui ont été réalisés. Donc 2,5 millions qui ont été insufflés dans les entreprises majoritairement locales. C'était l'occasion de faire de la médiation sur le patrimoine, de parler patrimoine avec les habitants, de leur expliquer l'histoire de la ville, mais alors les habitants, mais également au sens large, les Lochois, mais également les touristes, etc. Et puis, c'est quand même un élément de rayonnement touristique et c'est une image de la ville. Ce grand clocher qui fait 64 mètres de haut, qui est le plus grand de l'ouest de la France, rayonne et nous a permis aussi de communiquer sur la ville. Et d'ailleurs, en 2020, le chantier a duré de 2016 à 2019. Et en 2020, on a eu les rubans du patrimoine, donc premier prix national pour la catégorie des communes de moins de 3500 habitants. Ce qui nous a permis d'avoir quelques reportages. Et puis, ce livre... Merci Hugues. Ce livre qu'on a pu éditer grâce à des photos et aux entreprises. Donc des photos, je vais le dire tout de suite, qui ont été prises, comme pratiquement toutes celles qui sont là, par le Caméra Photo Club, qui a fait un travail exceptionnel. Pendant 3 ans, ils sont allés minimum 1 fois par semaine, mais souvent 5 fois par semaine sur le chantier pour faire des photos, pour faire des films et pour qu'on ait des traces de tout ce chantier. Au total, on a plus de 10 000 photos. Je vous rassure, je ne vais pas vous passer les 10 000, mais ça a été compliqué d'ailleurs pour nous de faire le choix des photos pour ce livre. Je ne sais plus combien il y en a dedans, mais il y en a vraiment beaucoup quand même. Donc juste en rappel, ce grand clocher, il a donc été construit par Fulquenera, qui était comte d'Anjou. Alors il est né en 987, il est né en 1040, donc il est décédé, il avait quasiment 70 ans. Non, il a été comte d'Anjou de 987 à 1040, mais il est mort, il avait 70 ans. Vers l'an 1000, il a décidé de construire à Beaulieu une abbaye qu'il a très très richement dotée, abbaye bénédictine qu'il a dédiée à la Sainte Trinité. Et puis, donc, comme je vous le dis, il l'a très richement doté puisqu'il a donné aux moines à la fois la terre de Beaulieu, des terres un peu plus lointaines, mais également des droits de justice et de marché.
Et d'ailleurs, il est inhumé dans l'église de Beaulieu. Donc, on a une plaque en verre sous laquelle il y a un sarcophage. Ce n'est pas Fulkenera qui est dedans. Mais en tout cas, il est enterré à Beaulieu, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute sur ce fait-là. Vous avez à gauche une image de Gagnière qui représente l'abbaye au plus gros à son apogée. Et qui était vraiment une abbaye extrêmement importante, avec la ville de Beaulieu qui, au moment du Moyen-Âge, était plus importante que Loches, puisqu'elle avait notamment le droit de marché. Et puis au moment des guerres de religion, Beaulieu a été énormément pillé par les Anglais, et le marché a été reporté à Loches. Et Loches n'a jamais voulu rendre le marché à Beaulieu, dit-on. Évidemment, il y a des droits de place, des droits d'octroi, etc. Donc ça ramène pas mal d'argent d'avoir un marché. Et le marché est resté à Loches, qui était une ville qui était bien fortifiée, alors que la ville de Beaulieu, elle était extrêmement peu et était extrêmement fragile. Alors là, c'est le plan napoléonien, donc 1826. Vous avez ici... Alors, la slide d'après, c'est un peu agrandi, mais je crains que ça ne soit pas de très bonne qualité. Vous avez ici l'église telle qu'elle reste actuellement, avec le grand clocher qui est ici. Et comme vous le voyez tous, le grand clocher n'est pas attenant à l'église actuelle. Mais en fait, l'église, au départ, venait jusqu'au droit du clocher et également... Alors, là, il y a ce qu'on appelle les ruines, donc la partie qui a été démolie. Le chœur actuel date du 15e, mais à l'origine, l'église partait du droit du clocher et allait jusqu'aux ruines qui sont derrière et qu'on ne voit pas quand on est dans l'église. Alors, ceux qui voudront faire une visite, on pourra l'organiser, il n'y a pas de problème. Et l'abbaye comprenait tout cet enclos ici, qui était l'église, qui était le monastère. Il y avait à Beaulieu 3 autres églises qui étaient des églises paroissiales. Donc Saint-André qui était ici, mais qui a complètement disparu. Là où on a maintenant un presbytère qui fait... le presbytère était ici et c'est maintenant un grand gîte qui a brûlé il n'y a pas longtemps, mais qui va rouvrir bientôt. Il y avait Saint-Laurent, le petit clocher que je vous ai montré tout à l'heure, qui était vraiment juste à côté. Et on avait Saint-Pierre qui était ici. Donc, et qui maintenant a disparu pour les 2/3. C'est des appartements maintenant. Et puis, je vais peut-être me mettre sur l'autre photo, l'autre image. Donc, et puis les moines étaient ici, et évidemment, les moines, comme maintenant, avaient besoin d'énergie. Et donc, ils ont creusé le canal, enfin, ils ont construit le canal. Ils avaient leur terrain potager qui était en face et le complexe meunier qui était de l'abbaye qui était là et qui comprenait 5 roues, ce qui était un complexe assez énorme. Il y avait des roues à farine et des roues à foulon. Donc pour fouler le temps qui servait à tanner, donc l'écorce de chêne, et également à foulon pour fouler la laine. Et donc 5 roues qui étaient à cet endroit-là. Il n'en reste plus. Donc le grand clocher, l'église abbatiale, donc construite aux alentours, vers l'an 1000, a priori, le jour où elle a été, alors la légende dit que le jour où elle a été consacrée, la charpente s'est effondrée. Mauvais signe. Il faut dire aussi que on voit très bien ici. Ça, c'est la largeur de l'église abbatiale. Actuellement, on a des piliers là et là, avec une voûte là et des voûtes ici. Quand elle a été construite, donc elle était haute comme ça, et là, il y avait une seule charpente qui reliait les 2 murs. À l'époque, il n'y avait pas d'études de structure, etc. Et c'était beaucoup trop large pour avoir une charpente en bois aussi large. Et donc, tout ça s'est effondré. Et c'est après qu'ils ont reconstruit des piliers intermédiaires pour pouvoir consolider et poser la charpente sur des portées plus faibles. Les photos qui sont là vous montrent dans quel état et pourquoi on a restauré le clocher. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qu'on appelle les membrons, donc les parties rondes qui sont ici.
étaient quasiment presque tous manquants. La pierre était complètement dégradée. Si vous voyez sur la photo qui est là, normalement on devrait avoir des angles vifs, merci. Et là c'est complètement érodé. Et l'ensemble du clocher était donc dans cet état-là. Et donc il était temps, on avait des pierres qui tombaient très régulièrement. Et donc il était temps qu'on intervienne. Une petite présentation du clocher. Le clocher, il a 5 niveaux. Donc le rez-de-chaussée, bien évidemment. Un premier niveau qui est à peu près par ici. Un deuxième niveau qui se retrouve, que je ne me trompe pas, qui est là. Troisième niveau, quatrième niveau, et ensuite on a un niveau là. Le principe est donc... On a donc la chambre du beffroi qui est à ce niveau-là. Donc le beffroi, c'est les pièces de charpente qui portent les cloches. C'est la seule structure en bois de l'ensemble du clocher. Tout le reste, ce n'est que de la pierre. La flèche qui est là n'est pas charpentée en bois. C'est une pyramide de pierres posées les unes au-dessus des autres. À partir de là, on est donc sur une tour carrée avec cette pyramide octogonale qui se retrouve au-dessus. Vous avez 4 clochetons, donc là on en voit 2, il y en a 2 autres de l'autre côté, et 4 lucarnes, qui sont déjà très imposantes. Pourquoi est-ce qu'on a à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a ces 4 clochetons et ces 4 lucarnes en pierre? Non, parce qu'on ne peut pas y monter. Il n'y a pas de plancher en face. Hein. Le dernier plancher, il est là. Non, c'est pas non plus le son, c'est pas l'est-ouest, etc. Et vous trouverez au moins les lucarnes ou les clochetons sur tous les clochers en pierre. C'est que les forces du clocher ont tendance à écarter les murs, et donc pour contrebalancer ces forces, il faut mettre du poids au niveau. Enfin, la masse de pierre qui est là a pour objet de renvoyer les forces qui écartent, de les renvoyer vers la base. Donc ça, c'est vraiment plein en pierre, ça. C'est vraiment, c'est de la masse. Hein. Les lucarnes, c'est pour avoir de la lumière. C'est pareil. C'est le. Non, on n'y monte pas. On n'y monte pas vraiment. Le plus haut qu'on puisse monter, c'est à la mi-hauteur des abassons. Alors sur les cloches que vous voyez, alors ça vous donne un peu une idée de la taille des cloches. Donc il y a 5 cloches. Il y en a 3 de volées, c'est-à-dire qui peuvent balancer, qui peuvent être soit frappées avec un marteau, soit se mettre en volée et sonner à toute volée. Hein. Et puis il y en a 2 plus petites qui sont grandes comme ça, qui sont uniquement pour le tintement, qui servent à marquer les quarts d'heure. Les 3 grosses servent à marquer les heures, le tocsin, le glas, les mariages, l'appel à la messe, etc. Et donc elles ont toutes les 3 des noms de femmes, comme toutes les cloches en général. Ça fait toujours rire, ça. Donc la plus grosse, donc le glas, le bourdon s'appelle Marie-Léontine. Il fait un diamètre de 1,23 m et il fait plus d'une tonne, 1,130 t. Ensuite, on a André-Madeleine qui fait 1,12 m de diamètre et qui pèse 830 kg. Et Gatienne Rosa qui est la jumelle d'André-Jade Madeleine mais en plus petite, qui fait 1,1 m de large, enfin de diamètre et qui fait 600 kg. C'est quand même des grosses masses. Hein. Donc pendant le chantier, on a dû les descendre. Les 2 petites passaient par la porte, mais les 3 grosses ne pouvaient pas sortir du clocher et donc sont restées pendant tout le temps du chantier au rez-de-chaussée. Non, alors on a fait des travaux dessus, notamment sur le beffroi. Le beffroi au fur et à mesure des siècles, avait été relié au mur, ce qui est vraiment pas bon du tout, puisqu'un beffroi, normalement, il est posé sur un mur. Et ensuite, il ne doit surtout pas toucher les murs, puisque quand les cloches se mettent à la volée,
Il ne faut pas que ça se transmette au mur. Et donc petit à petit, au cours des siècles, ils avaient renforcé, etc., d'une manière un peu empirique. Donc on a retravaillé le beffroi pour que... Alors globalement, pour ceux qui viendront, vous verrez, c'est quand même des pièces un peu anciennes, mais on les a repositionnées. Et ce qui a été changé, c'est les béliers, c'est-à-dire la partie d'accroche. On a la cloche s'accroche à un système où il y a un contrepoids en plomb, et c'est cette partie-là qui a été changée. Elles étaient fondues, je ne sais plus. Tu poses des questions. Non, tu peux. Alors, la technique qui a été décidée, c'est que la flèche elle-même, c'est toujours d'ailleurs une seule épaisseur de pierre. Elles avaient plus de 800 ans et c'est du tuffeau. Donc le tuffeau, ça tient très bien. La preuve, c'est qu'au bout de 800 ans, c'était encore là. Malgré tout, au fur et à mesure des siècles, ça se diminuait. Et puis la pierre, au bout d'un moment, elle devient plutôt friable. Et donc la décision qui a été faite, je vais revenir sur la photo d'avant, c'est que si vous prenez un plan horizontal qui correspond à la base de ces petits clochetons-là, tout ce qui est au-dessus, c'est neuf. D'accord ? Ça a été démonté. Et en prenant chaque fois qu'on démontait une pierre, la taille il y avait le calpinage était fait, donc la taille de la pierre exacte pour pouvoir la refaire exactement à l'identique. Et ensuite, une fois que les pierres étaient revenues, des pierres neuves étaient revenues, elles étaient repositionnées. On voit très bien, alors on ne le voit pas sur la photo parce qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Il y a sur les 5000 pierres au total qu'on a changées dans le clocher, il y en a 89 qu'on a remis exactement, il y en a surtout sur ce flanc-là, et un petit peu ici, qu'on a remis exactement au même endroit, parce qu'elles étaient encore en bon état. Donc on s'est dit, bon, c'est pas ça qui va changer la solidité du clocher, elles étaient encore en bon état, donc on les a remis en place exactement au même endroit. Non, je pars pas dans le bon sens. Alors le premier travail qui a été fait, c'était l'échafaudage. Donc c'était assez vertigineux. Donc il y a un échafaudage à l'extérieur qui a été monté, donc jusqu'aux 64 mètres, donc au-dessus de la girouette. Et également un échafaudage à l'intérieur, parce qu'il fallait pouvoir accéder également et changer les pierres depuis l'intérieur. Il fallait que les gars aient une sécurité qui ne risque pas de tomber à l'intérieur, ce qui aurait fait un peu mauvais effet. Donc l'échafaudage a été monté jusqu'en haut, ça a duré, je crois que c'était de l'ordre de... Ils ont commencé le 16 septembre et ils ont fini pour la Toussaint, donc fin octobre. Donc le montage même de l'échafaudage, c'était quasiment 2 mois. Ils ont donc monté jusqu'en haut, ensuite il a fallu démonter, ça c'était la phase de démontage. Ici, pour vous montrer un exemple, en fait, il fallait étayer au fur et à mesure pour que quand ils enlèvent les pierres, rien ne risque de tomber. Ils enlevaient les pierres, ils les descendaient, et puis après, une fois qu'ils avaient descendu ce rang-là, ils redescendaient un échafaudage, pas à chaque niveau, mais en gros, tous les 4-5 niveaux, les échafaudeurs revenaient, redémontaient l'échafaudage, pour qu'ils ne soient pas tout seuls tenus par rien en l'air. Et puis, une fois qu'ils sont venus donc démonter jusque-là, et après, au fur et à mesure qu'ils remontaient, ils remontaient l'échafaudage. Donc à peu près toutes les 3 semaines, les échafaudeurs venaient et remontaient l'échafaudage. Et donc comme je vous disais, il y avait quand même un grand confort, puisque depuis la base jusqu'ici, il y avait un ascenseur. Donc ça, c'est toute la partie qui n'a pas été démolie, c'est-à-dire que ça correspond à la base carrée. Après, il n'y avait plus d'échafaudage, puisque après la pointe partant comme ça, l'échafaudage suivait, donc l'ascenseur s'arrêtait. Donc les derniers mètres, les 25 derniers mètres, quand même, il fallait monter les pierres au treuil. Avec un treuil électrique, quand même. Et de monter dans l'escalier, l'échafaudage était... je pense que la première fois qu'on y va, on ressort, on a des crampes dans les mains. Et puis au bout d'un moment, on s'habitue quand même, parce que même si on est très haut, c'est... Alors voilà, on repart de pierre. Donc il a fallu retailler les pierres. Donc ça, c'est l'entreprise Lefebvre, elle est à Blois. Il y a 2 entreprises qui ont travaillé sur la taille de pierre.
Billon, qui était sur place, à Beaulieu, et l'entreprise Lefebvre, qui est à Blois. L'entreprise Lefebvre reçoit des blocs de pierre comme ça. D'accord ? À partir de là, ils commencent par les scier. Donc ça, c'était la différence par rapport à la construction. C'est que pour scier, ils avaient une grande scie. Mais après, c'est les mêmes outils. Une fois qu'on est passé d'un bloc de pierre et qu'on arrive au bloc de pierre taillé comme celui-là, ce sont exactement les mêmes techniques que à la moment de la construction. Ce sont les mêmes outils. Et donc, vous avez, à un moment, il y avait 9 tailleurs de pierre à Blois qui travaillaient en même temps dans cet immense atelier pour reconstruire, refaire, retailler toutes les pierres. Donc, au fur et à mesure qu'ils démontaient, ils prenaient donc les dimensions exactes de toutes les pierres. Et ensuite, à Blois, ils refaisaient des pierres exactement de la même taille et du même format. Elles étaient toutes numérotées. Chaque pierre a un numéro. Et on est parfaitement capable de connaître la taille de chaque pierre. Donc le numéro 1 des pierres, c'était la base de ce qu'ils ont démonté. Et on est arrivé en haut, c'était le niveau 72, je crois, quand on arrivait tout en haut. Alors bien évidemment, au fur et à mesure qu'on montait, il y avait moins en moins de pierres pour faire le tour le tour. Oui. La carrière, elle vient de la Vienne. Attendez, je recherche le nom parce que c'est les carrières de la Vienne. Elles viennent de la Vienne. La famille Beauvalet. Non, c'est pas Chauvigny. C'est pas Chauvigny, c'est à côté de Chauvigny, mais ce n'est pas les pierres de Chauvigny. En tout cas, elle venait pas de très loin. Hein. Elle venait pas de Beaulieu, alors qu'à la construction, elle devait venir de Beaulieu, hein, certainement. Donc, une fois que les pierres sont taillées, elles sont livrées à Beaulieu. Alors par gros 38 tonnes comme ça, couverts chargés de pierres. Et après, il faut remonter les pierres. Donc ça, c'est des photos. Donc là, on a déjà commencé à remonter pas mal de rangs. Ça se voit ici, là, tout ça, c'est blanc. Je sais pas, voilà. Ici, ça, c'est la partie qu'on n'a pas démontée. Et ça, c'est la partie, à partir de là, c'est les parties qu'on a remontées en pierre neuve. Pardon ? Ah bah oui, parce que ça, c'est les pierres anciennes. Elles ont leur calcin. Donc le calcin, c'est l'oxydation de la pierre en superficie. D'ailleurs, actuellement, le clocher n'est plus du tout blanc. Il est devenu gris, le calcin. Donc cette couche grise est en train de se former. Et c'est la couche qui protège le calcaire, enfin le tuffeau. Donc à partir de là, tout ce qui est au-dessus, c'est neuf. En dessous, c'est qu'on est passé aux endroits où il y a plus une seule épaisseur de pierre, mais il y a des murs épais. Donc à partir d'ici, dès qu'il y avait une pierre qui était abîmée, on enlève la pierre comme un tiroir et on remet une pierre neuve. Donc de l'extérieur, ça donne la même impression, mais dans la réalité, c'est pas la même technique. D'un côté, on construit vraiment en neuf et on refait la pyramide. Quand on est en dessous, on enlève une pierre et on remet une pierre neuve, mais le cœur du mur n'est pas modifié. Donc là, ça c'était la première pierre qui a été posée de reconstruction, puisque vous voyez, là on est vraiment l'assise, la dernière assise qu'on a démontée, enfin la première assise que l'on n'a pas démontée plutôt, et là c'est la première assise que l'on remonte. Je peux vous dire que la première pierre, il ne faut pas se gourer, parce que il faut quand même qu'on retrouve nos 64 mètres en haut, hein. Et il faut qu'on retrouve que toutes les pierres remettent bien. Les joints qui ont été reposés sont tous des joints à l'identique de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'il y a une analyse. Quand ils ont démonté, ils ont analysé les joints et on a repris exactement la même granulométrie de gravier et la même chaux, etc. pour vraiment qu'on ait les mêmes techniques. Alors ces petits fils roses, moi j'ai vu des fils roses pendant 3 ans. Hein. Il y en avait partout, surtout quand ils reconstruisent en fait. Quand ils reconstruisent, en fait, ils ont mis des fils roses et ensuite il fallait qu'ils suivent les fils roses. Mais ce qui n'était pas simple, c'est que quand ils partent d'ici et qu'il faut qu'ils mettent ce fil rose qui part vers le haut,
il a fallu qu'ils aillent construire en partie à mi-hauteur une structure pour pouvoir se viser dessus, quoi. Donc il y avait une structure en bois qui permettait de viser en fait, et d'avoir le guide qui permettait de reconstruire. Ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. Non, 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 du tout. C'est vraiment un fil rose, très rose dans la masse. Non, c'est pas un... Non, du tout. C'est vraiment un guide permanent. Ben le voilà, le fil rose. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il faut que la pierre suive précisément la fil rose. Ça, c'est une des lucarnes qu'on a en partie haute. Et c'est juste pour vous montrer la technique, en fait, quand ils remettent une pierre. Là, ils avaient enlevé la pierre du dessus, de la voûte. Ouais. Et donc là, ils remettent exactement la même pierre pour recombler le trou et avoir de nouveau cette lucarne correcte. Et donc ça, c'est vraiment la technique générale. Hein. C'est on enlève une pierre et on remet une pierre. Si, là, il y a de l'enduit, là, il y a de la place. Ici, il y a de la place. Et puis en plus, ils ont donc ces encoches qui permettent d'avoir plus d'enduit à cet endroit-là. Après, l'enduit, il est très liquide hein, quand il le coule. Hein. Il est très très liquide. Hein. Et puis ils reviennent le lendemain, ils en remettent, etc. Quand c'est sur de la verticale, quand c'est de l'horizontale, il est plus dense, mais quand il est à la verticale, il est très liquide. Et en fait, la pierre est enlevée, on va la reprendre à oui. Après, oui. Et pendant ce temps-là, il y a un trou. Oui. Oui, oui, ça tient. Hein. Globalement, les choses tiennent. Après, s'ils ont besoin à un moment de mettre, quand ils ont enlevé tout ça, c'est neuf là. Donc, au fur et à mesure qu'ils ont enlevé, là, c'était pas grave. Mais s'il y a besoin d'étayer la partie qui est dessus, ils le font. Mais tout tient quand même globalement tout seul. Hein. Heureusement d'ailleurs. Mais il y a des moments où c'est étayé. Et puis là, là, c'était vraiment histoire de voir cette installation. En tout cas, vous voyez, ils ont voilà, là on est quand on sort de l'escalier, enfin de l'ascenseur ou du treuil une fois qu'on est arrivé en partie haute, ils ont des aides hein, pour pousser les pierres parce que de mémoire c'est de l'ordre de 50-60 kilos quoi. C'est quand même. Alors hommes et femmes travaillent. Hein. Il y avait une fille qui a fait l'intégralité du chantier, qui est là d'ailleurs, et là elle est en train de percer. Donc là on est sur un des petits clochetons, d'accord. En haut des petits clochetons, on a une pierre complètement taillée et sculptée. Et donc là, elle est en train de la percer. Donc elle arrose pour que ça chauffe pas et que la pierre n'éclate pas. Elle est en train de la percer pour pouvoir mettre une tige et enfiler la dernière pierre. J'ai oublié le nom de la partie tout en haut. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Là, vous avez la remise en place des abassons. Donc, sur la partie haute, au niveau des cloches. Donc là, on est au niveau des cloches. Les abassons en bois. Donc là, le choix a été fait de les changer complètement parce qu'ils étaient pas si vieux que ça. On a des photos où il n'y avait pas d'abasson dans l'église abbatiale, mais là on s'est dit bon, maintenant qu'on est là, c'est pas tous les jours qu'on va échafauder, donc on a changé les abassons et c'est quand même des pièces de bois conséquentes. Hein. L'objectif des abassons, c'est de rabattre le son vers le sol, le son des cloches. C'est du chêne. Non, ils sont fixes. Ils sont complètement fixes. Le principe, de toute façon, c'est qu'on ne remontera pas sur le clocher. Donc, en tout cas, on n'espère pas avant 800 ans. Donc, alors, ceci dit, on est quand même remonté une fois depuis. Parce que en juillet 2023, je crois, il y a eu un énorme orage à Beaulieu et la foudre est tombée sur le clocher. Et donc on avait un paratonnerre évidemment, mais la foudre est passée par le paratonnerre, a fait exploser. Alors les staminets n'avaient plus de linky, le logement à côté non plus, la mairie on a eu toutes nos informatiques pétées, etc. Donc on n'était plus très sûr que le paratonnerre soit encore en état. Et donc il y a un gars qui est remonté par l'extérieur en grimpant jusqu'en haut pour changer
et pour vérifier le paratonnerre qui était tout là-haut. Donc on peut monter quand même, mais c'est un peu spectaculaire. Je ne vois pas ce que c'est. Oui, alors on parlait des joints. Tu vois, ça c'est tellement liquide qu'ils utilisent des espèces d'entonnoirs qu'ils font avec des bouteilles. Et ensuite, on a un tube souple qui permet de couler les joints dans les parties qui sont un peu inaccessibles. Donc l'enduit, il est vraiment très liquide. Hein. Les joints sont très liquides au départ. Voilà. Donc la salle des cloches et le beffroi. Donc le beffroi, alors il y a un truc absolument génial, c'est que maintenant on a mis un garde-corps tout autour, ce qui permet d'y monter. Je n'ai jamais réussi avant de monter à ce niveau-là. C'était impossible, il n'y avait pas de garde-corps. Donc on arrivait sur une espèce de planche large comme ça, en pente, et avec un trou à côté d'un côté, un trou de l'autre. Mais j'ai jamais pu, jamais. Et là maintenant on peut monter, les gens qui montent là-haut, si on arrive à passer le premier escalier du clocher, après on peut monter tout en haut, il n'y a pas de problème. Et donc les cloches sont accrochées au bélier par ces systèmes ici, là, de tiges métalliques. Et entre les tiges métalliques, en fait, la pièce de bois qui est ici est creuse et à l'intérieur c'est du plomb qui est coulé. Et c'est le plomb qui fait contrebalancement parce que sinon les cloches sont tellement lourdes qu'il faut bien avoir quelque chose qui fasse contrepoids. Et donc là on voit les 3 cloches. Donc ça c'est Marie-Léontine, Gatienne Rosa, non je sais plus. Enfin bon peu importe. Et André-Madeleine. Alors non c'est Marie-Léontine, André-Madeleine et Gatienne Rosa. Bon bref je me souviens plus. Alors elles sont gravées. Je peux vous retrouver le nom. Ça vient des donateurs en fait. Je sais que j'ai noté sur mon téléphone parce que chaque fois que je vais visiter le clocher, on me demande, ce qui est logique. Faut juste que je le retrouve. Ça vient du nom des donateurs hein, principalement. Les cloches, voilà, c'est là. Si je prends la grande par exemple. Dessus, ici, là, c'est gravé l'an 1851. J'ai été bénite pour l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul de Beaulieu par Monseigneur François-Nicolas Madeleine Morlot, archevêque de Tours, accompagné de C.L. Juchereau, curé de la paroisse, et nommé Marie-Léontine par Monsieur Blais, maire, et Dame Marie Ségaud, femme Susor. Au bas de la cloche est écrit « Je pèse 1131 kilos ». Donc là, je ne sais pas le rapport entre le... par contre, les autres, c'est beaucoup plus clair. Bref, en général, ça vient... la deuxième, celle qui est là, la seconde grosse cloche, je me note André-Madeleine, l'an de grâce de notre Seigneur 1900, Monsieur Jules Caumont, chanoine honoraire, étant curé de la paroisse de Beaulieu, j'ai été bénite et consacrée par l'illustrissime et révérendissime archevêque de Tours, Monseigneur René-François Renoux, pour chanter la gloire de Dieu, les sonalités de la Sainte Église et les joies de la patrie. J'ai eu pour parrain Monsieur André-Gustave Boulet de la Meurthe, donc c'est de là que vient André et eux, le premier, et pour marraine Mademoiselle Madeleine Maumont, donc Madeleine, André-Madeleine, Cantabot, dominé, après c'est du latin, hein, je vais en passer. Hein. Voilà, donc ça vient tous de leurs parrains et marraines, en fait, les prénoms. Non, celle-là 1850 et les deux autres 1900. Elles ne sont pas de la même origine. Elles fonctionnent toujours, oui. Oui, certainement, certainement. Alors, il y a aussi une cloche dans le petit clocher, le petit clocher en ardoise, là, que je vous ai montré tout au début. Après, je n'ai jamais été la voir. Et je ne sais pas comment elle est. Mais il y en a une. Après, on ne la fait jamais sonner, celle-là. Tous les jours, depuis 7h le matin jusqu'à 21h. Donc, elle sonne les quarts d'heure, les heures. L'Angélus qui est à 7h le matin, à 7h le soir. Et elle sonne après pour les messes, les enterrements, etc. La mairie n'a pas le droit de les faire sonner, sauf le tocsin.
J'ai pas le droit de les déclencher. Oui, oui, après elles sont électrifiées. Ouais, elles sont électrifiées. Le tocsin doit avoir une... je sais pas, parce que j'ai jamais entendu. Hein. J'ai la chance de ne l'avoir jamais entendu, donc je ne sais pas. Mais même quand elles sont à la volée, ça résonne bien. Hein. Le premier jour où on a pu les faire ressonner, donc on a fait la fête des grandes cloches. J'ai pas dit la fête des femmes. La fête des grandes cloches. C'était le dimanche de Pâques 2017. Donc elle venait d'être posée et on a fait, donc c'était le dimanche de Pâques, donc évidemment elles sont revenues et on les a fait sonner une bonne partie de la journée. Les Bélilotiens en avaient ras-le-bol à la fin. Après on les a éteints parce qu'avant de lancer le clocher, elles ont été coupées pendant 7 ans. Parce que sinon chaque fois qu'elles sonnaient, il y avait des pierres qui tombaient ou des petits bouts de pierre. Elles ont été coupées pendant 7 ans. Ensuite, il y a eu 1 an de chantier pour reconstruire la flèche. On les a remis en place et ensuite, on les a de nouveau éteintes pendant 2 ans, le temps de finir le chantier. Parce que quand vous avez des ouvriers qui travaillent à côté, on voulait préserver leurs oreilles quand même. Donc globalement, pendant 10 ans, les cloches à Beaulieu n'ont pas sonné. Là, c'est un autre corps d'État. En fait, une des grandes différences que l'on a sur Beaulieu, il y en a 2 en fait, c'est d'avoir protégé toutes les parties horizontales pour éviter que les pigeons les attaquent. Donc en fait, c'est une couche de cuivre sur laquelle il y a une couche d'isolant, et ça doit être du néoprène ou un truc comme ça, et après une couche de plomb. En fait, l'objectif, c'est que les pigeons se posant sur tous les endroits horizontaux, les pigeons, les corbeaux, enfin tous les oiseaux, on avait remarqué que toutes les parties horizontales étaient les plus attaquées. D'abord, les pigeons aiment bien manger la pierre, mais ensuite, leurs griffes, systématiquement, abîment tout. Donc du coup, c'était vraiment un choix. Et d'ailleurs, quand on regarde maintenant le clocher, on a une lecture beaucoup plus nette de toutes les horizontales et de toutes les arrondis, puisque toutes maintenant, elles sont toutes soulignées par un trait noir qui est cette couche de plomb qu'on a mis partout. Donc ça, c'est une vraie différence par rapport au départ, par rapport à l'origine. Et l'autre grande différence, c'est qu'on a tout grillagé, c'est-à-dire que toutes les ouvertures ont été fermées avec de la grille inox un peu solide, pour éviter que les pigeons rentrent à l'intérieur, parce que là, les pigeons rentraient dedans depuis des siècles, et il y avait quand même c'était assez désagréable. Hein. Alors oui, je peux dire, sur Saint-Laurent, où les pigeons rentraient comme ils voulaient depuis, je pense, des siècles, l'année dernière, on a fait nettoyer les combles. Il y a des endroits où il y avait 1 mètre de crottes de pigeons, enfin de fientes et de cadavres. On en a enlevé 15 tonnes. C'était incroyable, quoi. Et là, c'est pareil, on a grillagé après pour que les pigeons ne puissent pas y retourner. Et alors, c'est même pas utilisable parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps. Et si ça se trouve, il y avait peut-être des fientes qui dataient d'une époque où il y avait la peste ou je ne sais quoi. Donc, tout est parti en déchettes. Hein. Non, ils peuvent se poser, mais du coup, ça abîme pas la pierre. Alors là, on est sur un autre métier qui est la sculpture. Ouais, la taille de pierre et la sculpture. Alors, la taille de pierre, quand vous prenez une pierre et que vous la refaites exactement à l'identique, c'est de la taille de pierre. C'est-à-dire qu'il y a la technique, il faut savoir le faire, etc. C'est compliqué, mais le sculpteur, lui, il va recréer un décor. Il y a de la création, alors que le tailleur de pierre ne fait pas de création. Il fait à l'identique, et le sculpteur, lui, il fait de la création. Là, on est sur la restauration de chapiteaux. Donc là, vous voyez bien, ici, c'est les purs. Donc il l'a dessiné avec un crayon noir. Ensuite, il sculpte, et voilà l'arrivée, une fois que c'est fini. Et donc là, ça c'est aussi un autre chapiteau. Quand on a des chapiteaux où on a vraiment de la création pure, c'est-à-dire qu'on n'avait plus aucune trace de ce qu'il y avait, et vous le verrez, on a des photos avec des modillons un peu plus loin, systématiquement, le dessin est beaucoup plus simple
que les autres. C'est-à-dire que quand on regarde, je pense que je dois avoir des modillons après, voilà. Quand on a des modillons, ça ce sont des modillons anciens, donc avant restauration et après. Celui-là aussi. Par contre, ça c'est un modillon qu'on a créé et on voit tout de suite, quand on regarde, qu'on n'a pas du tout la même facture. Et en fait, c'était vraiment volontaire. Ce qui était volontaire de la part de l'archi, qui a dit, et des historiens qui nous ont accompagnés, il ne faut pas qu'on puisse confondre les modillons, les sculptures qui étaient anciennes et celles que l'on a créées maintenant. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Là, vous avez, pareil, des ensembles de chapiteaux qui ont été... donc là, on avait suffisamment de traces pour refaire à l'identique. Par contre, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, on était vraiment sur de la création. Ici, on a des personnages donc on a recréé. Ils ont réussi à les... Celui-là, il est neuf, mais comme on avait le modèle, il a pu refaire à l'identique. Donc ça, c'est les modillons. Alors, je vous invite à, quand vous passez à Beaulieu... soit vous prenez des jumelles, soit vous prenez un appareil photo et puis vous agrandissez, on voit très bien. Il y a quand même un vrai bestiaire dans les modillons, c'est absolument génial, quoi. On en a un, je ne sais pas si je l'ai pris en photo, non, je ne l'ai pas là, où on a un personnage qui tient dans sa gueule un autre personnage. Enfin, bon, on a vraiment des trucs assez étonnants. Donc ça, c'est des modillons qu'on voit qui sont dans... Pareil, ils ont été recréés complètement, ceux-là. Dans l'esprit. Voilà, ça c'est pour vous montrer le détail des gestes, du geste de la taille de ces poissons qui ont été recréés. Alors, un autre travail qui a été fait, c'était pas le décapage, ça a un nom. C'est pas du sablage non plus. Ouais, c'est de l'aérogommage, mais je cherche le nom. Le traitement de la pierre, tout simplement. Fait par Monsieur Roland. Donc là, c'est des capteurs qui permettent de savoir s'il y a des dégradations à l'intérieur de la pierre, etc. Et ensuite, il a traité. Quand on avait des pierres qui étaient à peu près en bon état, des sculptures qu'on voulait garder, il fallait quand même les renforcer. Et donc là, c'est tout son travail qui fait... vraiment, c'est vraiment c'est une précision scientifique, en tout cas. Donc ça, c'est un autre... oui, puis il y a le nettoyage à la vapeur pour enlever les lichens. Donc ça, c'est aussi un autre corps d'état. Ça, c'est quelques images donc complètement quand on est tout en haut. Donc là, en fait, la croix qui est ici, à partir du moment où elle rentre à l'intérieur, c'est une grande tige comme ça, avec une base. Et donc la base est prise dans la pierre, et ensuite elle ressort quelques mètres plus haut. Donc elle est prise plus bas que ça et il y a encore tout ça qui remonte, hein. Donc entre la base de la croix et je pense que ça devait être à peu près ça doit monter à peu près par ici, elle descend loin dans le clocher en fait. Et ensuite la coupole qui est ici, on a remis celle qui était, la croix est identique, la girouette est identique, on n'a rien changé. Et on a le paratonnerre qui est au-dessus, mais il y avait déjà un paratonnerre. Pardon. Oui, il y a tout un texte gravé, mais je pense que tu vas le retrouver dans le livre, et je ne sais plus. Sinon, on l'a à la mairie. Hein. On a toutes les photos à la mairie. Voilà, donc ça, c'est une fois que c'est terminé. Donc cette flèche énorme, voilà, c'est assez magique. Et puis donc ça, ce sont les clochetons hein, sur le côté avec leur petite. J'ai toujours pas retrouvé le nom, mais c'est ça qu'on voyait tout à l'heure que la jeune femme était en train de faire la tige pour pouvoir remettre la pierre dedans. Ça, c'est une vue de l'intérieur.
Donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout de morceaux de bois. Ce que l'on a changé aussi, c'est la taille de ces ouvertures qui sont là. On les a faites un peu plus grandes qu'elles n'étaient avant. Parce qu'en fait, il y a vraiment du vent quand on est là-haut. Et quand le vent s'engouffre dans la flèche, s'il n'y a pas de sortie d'air en partie, vroom, ça va, à terme, ça va quand même, ça fait pression sur le clocher. Ça, c'est la base de la croix, d'accord, que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ensuite, la croix, elle est loin, plus loin là-bas. Donc voilà, notre clocher terminé. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir l'ensemble de toutes les entreprises qui ont travaillé pour... alors, évidemment, il y a la mairie, mais on a la DRAC, donc la direction, donc c'est l'État, hein, les services de l'État, le conseil départemental qui nous a beaucoup aidés. La DAC, c'est l'agence départementale d'aide aux collectivités, donc qui nous a aidés sur le financement, surtout pour trouver les financements, faire les calculs. En fait, pour pouvoir convaincre nos partenaires, il fallait qu'on leur montre jusqu'à quel niveau on pouvait porter le projet. Et donc, il fallait qu'on leur fasse une projection à 10 ans des états de la finance de la commune. Et donc, c'est ce qu'on a fait grâce à la DAC. Le Caméra Photo Club, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La Fondation du patrimoine, parce qu'on a fait une grosse souscription. Donc, merci s'il y en a parmi vous qui ont participé. Monsieur de Saint-Jouan, c'est notre architecte des monuments historiques, qui était accompagné d'un bureau d'études. L'entreprise Lefebvre, donc la taille de pierre à Blois. L'entreprise Billon, la pose, la maçonnerie à Beaulieu. L'échafaudage. Il y a un électricien, parce qu'on a refait l'électricité à l'intérieur du clocher. C'était un tout petit lot. Hein. Gioé, c'est les travaux acrobatiques, parce qu'il y a bien eu un moment où il a fallu quand même qu'on vienne avec des grimpeurs. De la Vienne. De l'Indre, pardon. De l'Indre. L'entreprise Roland pour le traitement de la pierre, la sculpture Monsieur Narbonne, Cruard Charpente, ça c'est pour tout ce qui est abasson, beffroi, etc. Battès, c'est pour la couverture, c'était surtout tout ce qui était plomberie. Plomberie, il n'y a pas de douche hein, là-haut, mais c'était pour tout ce qui était en plomb, les protections. Ouais. Loubière, c'est la ferronnerie. Goujon, c'était les cloches et les paratonnerres. Les carrières de la Vienne, donc la pierre. Et puis AB coordination, parce que dans sous-chantier, il faut un coordinateur sécurité. Et juste pour vous donner rapidement une idée, 2,2 millions hors taxes, 2,6 millions, un peu plus de 2,6 millions TTC. Et donc les recettes, donc les subventions sont toujours calculées sur le hors taxe. Donc on a eu 60% de la DRAC, donc l'État, 21% du département, 0,8% c'était des réserves parlementaires, puisqu'à l'époque il y en avait encore, 5% c'était des souscriptions, la Fondation du patrimoine, la vente du livre, on a fait plein de petites opérations qui ne nous ont pas rapporté beaucoup, mais en tout 110 000 €. Et puis resté à la charge de la commune, ce qui est assez exceptionnel, que 13%. C'est-à-dire, mais quand même, 290 000 € hors taxe à notre charge. 200 000 €. Ouais. Voilà, je crois que j'ai terminé. On m'avait dit 3 quarts d'heure. J'ai mis pile 3 quarts d'heure, Max. Oui. Oui, c'est la technique. Oui, c'est pareil. C'est aussi une pyramide de pierre, les dubs. Donc, c'est les mêmes. Alors, je n'ai pas été voir de près les dubs, mais en tout cas, elles sont. C'est aussi des pyramides de pierre creuses à l'intérieur. Oui. Mais à l'époque, quand ça a été construit, ils n'avaient pas l'ascenseur. Ils ont fait des échafaudages en bois. Oui, échafaudage en bois. On a retrouvé d'ailleurs tout du long, on a les trous d'échafaudage d'une manière assez régulière qui ont été rebouchés avec des pierres, des morceaux de pierre, mais on les a retrouvés tout autour. Oui, il faut imaginer quand ils ont construit, enfin c'était assez incroyable quand même. Alors on n'a jamais su, on ne sait pas s'il était prévu d'avoir un deuxième clocher.
ou pas, puisque quand il a été construit, l'église était entière. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu de faire un deuxième clocher en pendant de l'autre côté ou pas? On n'a aucune trace là-dessus. Il n'y a rien du tout. Oui, oui, c'est attenant. C'est attenant. Je pense qu'on va le voir. Ouais. Voilà. Si on voit ici, là, c'est la vue que vous ne voyez pas. Donc c'est la façade qu'on ne voit pas, puisque ça c'est l'estaminet, pour si ça peut vous permettre de vous repérer. Donc la rue passe de l'autre côté et la place de la mairie est de l'autre côté de ce grand mur. Et donc le clocher, juste cette partie-là, c'est le mur de l'église abbatiale. Et d'ailleurs on a les mêmes ouvertures, on retrouve les ouvertures, ces ouvertures qu'on a ici et qu'on a là, on les retrouve dans la base du clocher. Si, hop. Non, c'est pas là. Ici, là, ici. Alors on le voit pas parce que c'est derrière l'échafaudage, mais on a ces mêmes ouvertures, on les retrouve là. Ici, on la voit, on la devine là. Voilà. Et donc c'était le même mur et jusqu'ici, on a le mur en bas est commun. Entre le moment où on imagine la construction et le début des travaux, c'est parce combien de temps? Alors moi j'ai été élue en mars 2008. Le premier rendez-vous que j'ai pris, enfin le deuxième, c'était avec l'architecte. Parce que Jean-Pierre m'avait dit t'as intérêt à t'occuper de ton clocher, sinon tu vas le retrouver par terre. Donc j'ai été voir l'archi et il m'avait dit, bah écoutez, en gros c'est 4 millions d'euros, parce qu'il avait, voilà, à la louche. Hein. Et donc on avait un peu repoussé l'idée. Et puis après, on a toute une série de pierres qui sont tombées. Il y avait souvent des bouts de pierre qui tombaient. Donc on a fini par faire une protection, on avait mis tout un périmètre de sécurité. Et puis donc on a commencé le chantier en 2016, donc en gros 3 ans avant. Là j'ai commencé j'ai redemandé à la DRAC qu'on fasse une étude pour savoir comment il fallait faire et combien ça coûterait réellement. Et en fait l'archi très vite est arrivé au fait qu'il fallait démonter jusque là et puis remonter. Et donc on a donc après fait les études et il nous a fait un chiffrage qui était à peu près à 3 millions. Et là-dessus, je lui ai dit, bah oui, mais moi je veux que vous me chiffriez, on démonte et on remet une couverture sur la totalité, et puis on laissera ça à nos successeurs. Et il me dit, non, c'est pas possible. Je dis, si, je vous demande de le faire, vous chiffrez, c'est tout. Et là-dessus, on fait, nous, des prévisionnels à 10 ans, et on s'aperçoit que les 3 millions d'euros, si on n'avait pas au moins 90%, enfin 85% d'aide, on n'y arriverait pas. Donc j'ai fait une réunion à la mairie avec la DRAC et je dis à la DRAC, bon bah ces 3 millions, il faut que vous nous aidiez. D'habitude pour les monuments historiques, vous faites 30 ou 40%, là il faut faire 60. On dit ah non, on peut pas et tout. Je dis bon bah c'est pas grave, on démonte et puis on met la... Et alors je leur ai dit, bah, d'ailleurs j'ai fait chiffrer, donc ça je peux le faire. Et en fait, ils ont eu tellement peur, je crois, ils ont dit, elle va le faire. Et du coup, ils m'ont rappelé 8 jours après, ils m'ont dit, bon allez, non, on paye tout à 60%. Ouais. Alors après, j'avoue que quand même, ce qui a vraiment donné le coup de pouce et ce qui nous a permis de lancer le chantier, c'est le département, qui n'avait pas l'habitude de financer ce genre de chantier. Et j'avoue que là, Pierre Louot, qui était premier vice-président du département à l'époque, a quand même insisté pour qu'on ait aussi 20% de la part du département. Je crois qu'on n'y serait pas arrivé sinon, en fait. On n'aurait pas. Ah non, on ne l'aurait pas fait. Actuellement, le département, la DRAC, quand ils accordent 40%, c'est énorme. Non. Et le département, c'est 0, là, actuellement. Non, actuellement, on ne pourrait plus. Hein. On est vraiment passé entre les gouttes, ouais. On a eu du bol.